Salut, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un autre sujet polémique. Déjà avec le dernier il y a eu pas mal de succès, mais cette fois-ci on va s'attaquer au jitter. Jitter, espèce de chose fantasmagorique du monde audiophile où il se crée des polémiques qui n'en sont pas, où se dit à peu près tout et n'importe quoi, surtout sur un terme a priori où personne ne sait vraiment ce que ça veut dire et ce que ça implique. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair et on va déjà commencer par définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le jitter? Alors, d'une manière étonnante, le jitter est extrêmement simple à définir et c'est très très simple à comprendre sur le principe. Le jitter, c'est quoi? Le jitter, c'est toujours déjà relié par rapport à une référence. C'est pas un jitter, c'est pas quelque chose en l'air comme ça. C'est toujours lié à une référence. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, ce sont des jitters liés à des horloges, à des signaux périodiques réguliers. Dans notre cas, c'est comme ça que ça se passe. Mais le jitter, en toute rigueur, peut s'appliquer à n'importe quel type de signaux en soi. Ce qui compte, c'est simplement, il y a un signal idéal et il y a un signal réel. Et entre les deux signaux, à chaque période, il y a un décalage. C'est-à-dire que ça tombe pas. Les changements d'état ne tombent pas exactement à l'endroit où ils devraient. Alors ils varient plus ou moins dans un sens ou dans l'autre par rapport à un signal idéal. Dans le cas des horloges, ce signal a une période fixe, mais ça pourrait très bien, le jitter pourrait exister sur des sweeps par exemple, mais bon, ça c'est dans d'autres domaines. Donc on s'intéresse sur le jitter qui est lié à des horloges avec des fréquences fixes extrêmement régulières, extrêmement précises. Et le jitter, c'est simplement un écart temporel sur une période par rapport à une référence. Et période après période, cet écart peut varier et avoir des différentes caractéristiques. Il n'y a rien de plus à en dire. Le jitter, c'est vraiment ça. C'est vraiment un écart temporel par rapport à une référence. Voilà. Alors, maintenant, les types de jitter. Les types de jitter, on peut les ranger dans deux catégories distinctes. La première catégorie, ce sont les jitters aléatoires, c'est-à-dire des jitters qui n'ont pas de valeur que l'on peut deviner a priori. Et ces jitters aléatoires sont toujours liés à une notion de statistique derrière. C'est assez facile à représenter. Si on représente ici le jitter en temps, genre en picosecondes ou ce qu'on veut, et ici la probabilité de trouver un jitter de cette valeur-là, on se retrouve avec des lois de ce genre. Quelque chose qui ressemble à une loi gaussienne, où on a beaucoup plus de chances d'avoir des jitters de faible valeur et avoir de moins en moins de chances d'avoir des jitters de plus en plus éloignés de la fréquence d'horloge. C'est une loi statistique qui définit la manière dont le jitter est distribué dans toutes les valeurs qu'il peut prendre. Simplement, on ne peut pas dire à un moment donné, il va être là ou là ou là ou là, on n'en sait rien. Simplement, il y a une probabilité de tomber sur un jitter de telle valeur plutôt que d'autres. Une des caractéristiques fondamentales de ça, c'est que les jitters aléatoires ne sont pas bornés en taille. On pourrait très bien avoir un jitter de 1 siècle, théoriquement. Sauf que la probabilité sera tellement faible que ça n'arrivera, pour ainsi dire, jamais. Mais c'est une caractéristique, on va dire, mathématique du truc, c'est que les jitters aléatoires ne sont pas bornés dans leur valeur. Simplement, la probabilité sera de plus en plus faible. Donc, à côté de ça, l'autre type de jitter qui est beaucoup plus courant et beaucoup plus varié, c'est ce qu'on appelle le jitter corrélé. C'est-à-dire que ce jitter est dû à une source extérieure qui peut être quantifiée, mesurée, et c'est un phénomène physique qui va intervenir. Et dans ce cas, les valeurs du jitter, elles ne vont pas du tout prendre une forme comme ça infinie, mais par contre va être par définition bornée. Et en prenant un exemple simple, imaginons une horloge qui serait modulée par du 50 Hz par simplement une induction d'un transformateur qui passerait par là et qui ferait varier les flancs d'horloge en plus au moins 50 fois par seconde. En fait, on va se retrouver avec le jitter qui va varier comme ça, de chaque côté, alternativement 50 fois par seconde. Et l'amplitude, elle, va être limitée au coefficient d'induction qu'il va y avoir sur la ligne. Donc on va se retrouver avec un jitter qui va distribuer comme ça, symétriquement par rapport à 0, ou éventuellement avec un offset, mais il y aura autant de chances qu'il soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'il va se balader comme ça. Par contre, il sera d'une manière bornée, et on n'ira jamais au-delà de ce que l'induction pourra fournir sur la ligne. Donc ça, c'est un jitter corrélé. Et c'est une propriété générale des jitters corrélés, c'est qu'ils sont bornés en valeur. Et ça, c'est ce qui permet vraiment de les ranger dans les deux catégories par rapport
aléatoires, non aléatoires. Les jitters corrélés sont dus à plein de phénomènes. Alors ça peut être, comme j'ai donné un exemple, une induction due à du 50 Hz, une alimentation à découpage qui rayonne. Ça peut être des longueurs de câble qui modifient le signal et qui fournit donc une déformation du signal qui arrive et donc qui va se traduire par du jitter au niveau du récepteur. Ça peut être par exemple un slew rate trop faible des buffers qui reçoivent le signal d'horloge et qui le mettent en forme. Un buffer trop lent va fournir un signal qui aura plus tendance à avoir de jitter parce qu'on se retrouvera plus longtemps dans une zone indéterminée où le buffer va commuter. Mais ça, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais disons que la vitesse de réaction des comparateurs, par exemple, pour mettre en forme un signal qui serait un peu déformé, va conditionner le montant de jitter que ce buffer va fournir. Il faut bien voir que tout étage et toute électronique qui va agir sur un signal d'horloge va fournir du jitter d'un moyen ou d'une autre. Maintenant, bon, on a vu les différents types de jitter d'une manière générale. Comment ça se mesure ça? Le jitter, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Quelle que soit sa valeur, quels que soient les domaines, le jitter est quelque chose de difficile à mesurer et difficile à quantifier. Il y a deux types de mesures qui sont utilisées pour ça. C'est soit travailler dans le domaine temporel, auquel cas il faut considérer qu'on travaille avec des appareils qui ressemblent à des oscilloscopes. Donc qui vont tracer les signaux dans le temps et éventuellement les superposer ou faire des histogrammes et des choses comme ça. Alors, les exemples les plus simples de ça, le premier c'est l'histogramme, où on présente un peu comme c'est exactement la même chose que les fonctions de probabilité que j'ai montré avant, c'est simplement on va prendre plein de périodes d'horloge, on va les acquérir et par rapport à une horloge de référence, on va compter le nombre de décalages par rapport, ici ça va être en temps, ça va être le jitter, un jitter nul au milieu, le nombre d'échantillons qu'on a mesurés qui ont un jitter de telle valeur et on aura un histogramme de distribution du jitter du signal. Et cet histogramme-là pourra nous dire si l'essentiel du jitter est un jitter corrélé, si ça se retrouve avec des valeurs à peu près fixes et après une réduction avec quasiment plus rien après, ou alors si c'est quelque chose avec du bruit, auquel cas ça s'étendra sans jamais s'arrêter, ou un mélange des deux. Il faut bien voir qu'un jitter, de toute façon, c'est le mélange de signal corrélé et non corrélé. Donc c'est toujours un mélange des deux. Et un histogramme permet déjà de faire un peu le tri simplement sur la forme des courbes. Ça, c'est une manière de le faire, toujours une manière temporelle. L'autre type de diagramme qui est très courant, que vous avez certainement rencontré plusieurs fois, c'est le diagramme de l'œil. Le diagramme de l'œil, c'est simplement une accumulation de signaux d'horloge sur un oscilloscope à mémoire. Alors, simplement, on présente dans le temps des signaux d'horloge, comme ça, et on les montre dans le temps, et on a un trigger, une base de temps qui va revenir d'une manière régulière et superposer tous les cycles d'horloge les uns au-dessus des autres dans le temps et accumuler toutes les formes. Et au bout d'un certain temps, on va se retrouver avec quelque chose qui va avoir une certaine épaisseur, comme ça, qui va contenir en fait toutes les frontières du jitter que le signal. Donc le signal va rester dans une espèce de forme avec une épaisseur, et tout ce qui est là, c'est là où on a une zone où on est sûr que le signal, le jitter ne va pas influencer. Le diagramme de l'œil, simplement c'est ce qu'il y a dedans, l'ouverture qu'il y a dedans correspond à la zone fiable où on est sûr que le jitter ne va pas influencer. Ça, c'est essentiellement utilisé dans les transmissions. Faut bien voir une chose, c'est que le jitter, dans le domaine de l'audio, n'est pas du tout interprété, il n'a pas du tout les mêmes significations que dans le domaine de la transmission. Dans le domaine de la transmission numérique, le jitter est un problème d'erreur de données qui passent. C'est-à-dire que les nombres résultant de ces données numériques ont des erreurs. Dans le domaine de l'audio, c'est simplement un positionnement dans le temps des échantillons en sortie de DAC ou en acquisition dans un ADC. C'est simplement, on chope une valeur, mais pas au bon moment. Une valeur est associée à un moment qui est légèrement à côté de la plaque. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit au niveau du jitter lui-même.
C'est pour ça que le diagramme de l'œil dans l'audio, ça permet de voir si le signal n'est pas trop pourri au niveau de transmission. Ça peut être étudié dans une transmission SPDIF, mais c'est pour, dans ce cas, plutôt voir s'il n'y a pas des erreurs qui pourraient subvenir. Et ces erreurs viendraient du fait que le diagramme de l'œil se ferme parce qu'on a un mauvais réglage quelque part. Et là, dans ce cas, la transmission n'est plus du tout fiable parce que simplement le jitter va faire que le signal peut être confondu d'un niveau à un autre, alors qu'en fait, c'est un bruit qui s'est superposé, quoi. Donc, le diagramme de l'œil indique surtout une fiabilité d'une transmission numérique et non pas un positionnement dans le temps. A priori, il n'est pas utilisé spécialement pour les DAC. C'est plutôt pour du traitement du signal et de l'étude de transmission de signaux. Mais c'est pareil, c'est une vision graphique temporelle de la qualité de transmission. Alors, ce sont les oscilloscopes, les oscilloscopes à mémoire. Et en général, c'est affiché avec une palette de couleurs qui, en fonction du nombre de traces qui a été accumulé à un endroit donné, va donner une distribution colorée de comment le jitter se comporte dans la courbe, dans le gabarit dans lequel il se situe. Si le jitter est essentiellement mis au milieu et qu'à l'extérieur il n'y a quasiment rien, ça veut dire que on se retrouve avec un jitter qui est très pointu comme ça, mais avec quand même de temps en temps des choses. Et ça, il existe des oscilloscopes qui présentent ça en 3D, plutôt que de présenter avec une palette de couleurs, ça représente un diagramme de l'œil, mais avec une valeur en Z ici qui correspond au nombre d'échantillons trouvés pour une position donnée. Donc ça, c'est une visualisation temporelle. Il en existe d'autres, comme le diagramme en baignoire ou le bathtub plot. Ça ressemble à ça, on pourrait l'imaginer. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est assez proche. On pourrait imaginer, on coupe ici le diagramme de l'œil et on le représente par quelque chose comme ça. C'est pas une coupe en tant que telle, parce qu'ici, en fait, c'est gradué logarithmiquement et c'est gradué en taux d'erreur, mais ça ressemble, c'est un peu l'idée. Là, on a une période et ça représente en fait un taux d'erreur qui devient de plus en plus faible en fonction de l'avancée au milieu. Et ça, si on donne un taux d'erreur minimum acceptable, ici, ça donne simplement la largeur du diagramme de l'œil et voir si on a suffisamment de sécurité ici pour avoir une transmission fiable. Mais tout ça, ça reste assez lié. C'est surtout une représentation temporelle de la même chose. Alors, dans le domaine audio, on utilise plutôt la deuxième manière de représenter le jitter, c'est la représentation fréquentielle. Simplement, on prend une transformée de Fourier ou analogue du signal et on montre le contenu fréquentiel. Alors, si une horloge, on va dire sinusoïdale, est parfaite, en transformée de Fourier, on aura un trait comme ça, la fréquence de l'horloge. Heureusement, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, selon le type de jitter, on va voir des choses qui vont apparaître à l'extérieur. Si on a un jitter en bruit, disons aléatoire, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. J'exagère beaucoup, mais ça va être quelque chose comme ça, de continu, avec une forme qui est d'autant plus élevée qu'on se rapproche de la fréquence. Ça, c'est typique d'un jitter non corrélé. Les jitters corrélés, alors eux, ça se présente sous la forme de choses qui apparaissent, qui n'ont a priori pas de rapport avec la fréquence ou ses harmoniques. Ça peut être des raies qui sont situées d'un côté ou de l'autre, ça peut être des raies multiples, ça peut être des choses qui apparaissent sans lien apparent avec la fréquence, et ça c'est typique du jitter corrélé. Donc la transformée de Fourier permet de voir les défauts par rapport à une fondamentale, on va dire. Alors si c'est un signal carré, on va se retrouver avec une fondamentale et des harmoniques. Mais ces fondamentaux ici sont liés, ça va être CLK x2, x3, x4. Donc on voit ça comme étant les harmoniques du signal carré, mais tout ce qu'il y a autour n'est pas corrélé avec le fondamental et les harmoniques. Donc on peut discerner toutes ces saloperies par rapport à ce qui est normal dans le signal. Donc le côté fréquentiel est plus facile à lire, il a ses limitations, il a ses qualités, et en général on utilise les deux parce que l'un et l'autre permettent de trouver telle ou telle propriété du jitter d'un signal.
Donc voilà, ça c'était le type de mesure. Alors, les causes du jitter sont extrêmement nombreuses, j'en ai déjà parlé. Ce sont surtout... alors, les jitters aléatoires, c'est du bruit. C'est le bruit, bruit thermique ou des choses comme ça qui vient se superposer au signal. On ne peut pas l'éviter. De toute façon, à partir du moment où il y a une résistance qui traîne, il y aura un bruit qui va traîner. S'il y a des semi-conducteurs, il y aura des bruits de grenaille. Enfin, il y a des tas de sortes de bruits qui vont débouler dans le système et on ne peut pas contourner. Ça, c'est bon, voilà, c'est relativement simple. Plus compliqué, c'est tout ce qui est corrélé. Alors, parce que les sources de bruit corrélé, elles sont extrêmement nombreuses. Il y a des inductions magnétiques, capacitives, des traces qui sont trop longues, des câbles trop longs, des variations de température. Dans ce cas, ça donne des jitters très lents, ce qu'on appelle les wonders. Il y a, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc, j'avais parlé du slew rate insuffisant de certains buffers. Ça, bon, c'est une limitation électronique qui peut arriver aussi. Alors c'est ce type de limitation qu'on peut avoir si on a l'idée d'utiliser une horloge à rubidium comme horloge ultra précise, parce qu'on peut trouver des horloges rubidium pas chères sur eBay, des trucs qui sont hors gabarit pour leur utilisation normale, mais qui sont extrêmement précises quand même. Et dans ce cas-là, souvent ces trucs-là fournissent des sinus. Donc partie de là, il faut les passer dans un comparateur ultra rapide pour avoir à la fin un signal carré. Et le slew rate de ce comparateur-là va fournir éventuellement un jitter s'il est trop lent. Il sera d'autant plus élevé que le comparateur sera trop lent parce que lui, il a une zone de travail pour laquelle il va passer d'un niveau à l'autre. Ici, on va passer au niveau bas, ici, on va passer au niveau haut, mais au milieu, il y a une zone d'incertitude. Et si cette zone d'incertitude est trop grande, la sinus ici, en passant dans cette zone-là, va fournir un basculement qui peut arriver soit là ou n'importe où. Ça, c'est la première chose. Et si le slew rate est trop grand, simplement sur cette zone-là, si on est dans le temps, un slew rate comme ça, en fait, la zone de transition aléatoire sera sur un temps plus petit. Mais si j'ai un slew rate comme ça, la zone indéterminée se fera sur un temps plus grand. Donc ici, on a plus de chances d'avoir un jitter plus élevé. C'est pour ça que le slew rate des systèmes qui mettent en forme quelque chose qui serait soit issu d'un câble, soit déformé, soit aussi d'une sinus, doit avoir forcément des slew rates extrêmement élevés. Mais ce sont des systèmes à haute bande passante, donc d'autres problèmes peuvent survenir. Donc ce n'est pas aussi trivial que ça. Donc ce sont quelques exemples de sources de jitter, il y en a énormément. Tout appareil électronique fournit du jitter, quoi qu'il se passe d'une manière ou d'une autre. Le fait de vouloir supprimer le jitter d'un signal en utilisant par exemple une PLL va générer un autre jitter qui n'est pas le même que celui d'origine, mais qui peut avoir des caractéristiques incongrues ou pas voulues. Hein. Donc le jitter, lui, les causes sont extrêmement difficiles à prévoir et il faut forcément mesurer et vérifier à la fin pour voir ce qu'on a à la fin. Alors, en audio, le jitter, en audio, comme je l'ai dit, ce n'est pas la même logique qu'en transmission de signal. En audio, c'est vraiment le positionnement temporel des échantillons quand on utilise un DAC. C'est-à-dire la valeur analogique sortie en DAC ne sera pas exactement au temps où il devrait être. Il est soit avant, légèrement après. Et donc, a priori, ce serait quelque chose qui pourrait être audible. Donc, en audio, c'est, contrairement à la transmission, en audio, le problème, c'est qu'une valeur de jitter, ça ne veut absolument rien dire. Alors ça, je vais m'expliquer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est fondamental en audio, qui n'est pas forcément aussi évident en transmission numérique normale. Si je dis, j'ai une horloge qui attaque mon DAC, et cette horloge, elle a un jitter de 100 picosecondes. Voilà. Et j'en suis super fier, j'ai une chaîne, je peux dire, l'émotion, elle va passer à mort avec ça. Sauf que ça ne dit absolument rien sur le système. Mais que dalle. La valeur du jitter de l'absolu ne dit absolument rien de ce que le système va sortir en sortie de DAC au niveau de l'impact que ça aura à la fin. Pourquoi? Parce que déjà la technologie de DAC a une grande différence de sensibilité envers le jitter.
Alors, les deux sortes de DAC principaux, ce sont soit les R2R, soit les delta sigma. Ce sont les deux types de DAC principaux. Sachant que ça, bon, il n'y a pas beaucoup de variantes, sachant que ça, il y a énormément de variantes. C'est tout ce qui est delta sigma standard, ça peut être du MASH, ça peut être tout ce qui est sorti 1 bit, ça peut être du segmented DAC, qui est une sorte de mélange de ça et de ça. C'est un delta sigma multiniveau. Il y a tout système avec du noise shaping, enfin, tous ces systèmes qui ne sont pas R2R. Et ces systèmes-là ont des comportements totalement différents face au jitter. Donc, le premier paramètre qui joue, c'est la technologie du DAC. Ça, il y a plusieurs ordres de magnitude en sensibilité en fonction des deux technologies. En gros, le R2R est beaucoup moins sensible au jitter que ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Par contre, le R2R, quand on ne lui met pas de signal, il n'a pas de bruit en sortie dû au jitter, simplement parce qu'il n'y a pas de tension du tout, donc il n'a rien. Par contre, le delta sigma, quand on met une valeur numérique de 0, en sortie, c'est un signal carré continu, censé être parfaitement symétrique, de telle sorte que la valeur moyenne vaut 0. Mais s'il y a du jitter, ben, les fronts vont se déplacer et la valeur moyenne ne vaudra pas 0. Donc, avec une tension, enfin avec une valeur numérique nulle dans ce style de DAC, il est possible d'avoir du bruit en sortie, dû au jitter. Alors que le R2R n'a pas ce style de problème. Alors certains DAC sont un peu malins, ils détectent qu'il y a 0, ils coupent la sortie. Mais ça, c'est de la triche, parce que bon... Hein. Donc, déjà rien que ça, ça montre déjà une des différences fondamentales entre le R2R et puis ce style de DAC à modulation. Deuxième chose qui joue énormément, c'est le suréchantillonnage. S'il y a suréchantillonnage, pour un R2R, le jitter est réduit en fonction du suréchantillonnage. Il est d'autant plus réduit que le jitter est aléatoire. Par contre, si c'est un jitter corrélé, c'est plus du tout aussi évident. Et comme on est en général un mélange des deux, le suréchantillonnage améliore les choses dans le R2R. C'est pas proportionnel, c'est un facteur moins que ça, mais il y a une amélioration. Au niveau du delta sigma, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Et c'est chaque technologie qui a son comportement, mais c'est moins sensible au suréchantillonnage que le R2R. Pour l'instant, le R2R serait plutôt avantagé globalement face au jitter. Le troisième facteur qui influe sur ça, c'est le filtrage qui est fait en sortie de DAC. Alors ça peut être soit un filtrage pour ce style de DAC à capacité commutée, dans ce cas-là c'est le DAC lui-même qui le fait en interne, soit après des filtrages analogiques normaux. Il peut y avoir aussi des filtrages FIR dans les DAC eux-mêmes, etc. Le filtrage, donc passe-bas qui enlève la HF dans les DAC, a un impact sur le jitter. Étonnamment, les delta sigma qui contiennent des filtrages à capacité commutée se comportent à peu près comme des R2R au niveau du jitter. Donc, la technologie seule ne dit pas grand-chose. Le filtrage après va faire que le tout va se comporter complètement différemment. Pour tout ce qui est filtrage analogique, ça ne va pas avoir une grande importance. Donc, là, c'est juste des exemples pour montrer à quel point le résultat final est conditionné par tout le système et non pas par le jitter en lui-même au départ. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, en donnant un chiffre comme ça, on ne dit rien. Et le seul moyen de deviner ce qui va se passer à la fin, c'est de faire le montage et de le mesurer. De faire une FFT, regarder le spectre de bruit, etc. pour essayer de détecter un jitter. Et ça, il n'y a que ça, il n'y a que comme ça. On ne peut pas le deviner. D'autant plus que chaque constructeur, surtout pour ces trucs-là, a ses petits secrets, ses petits machins à l'intérieur. Et on ne sait pas du tout comment ça peut se passer. Certains publient certaines données de la susceptibilité au jitter de leur truc, mais ce sont des choses extrêmement complexes. Donc, les nombres comme ça tout seuls, aucun intérêt, ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais on ne sait pas trop les DAC, leur susceptibilité, mais
on a quand même des ordres de grandeur. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est pour ça que ce chapitre, pour moi, est primordial. C'est bien gentil tous ces chiffres, mais c'est quoi les ordres de grandeur réels auxquels on doit s'attendre? Alors, on oublie tout ce que les commerçants et tous les fournisseurs de DAC et tout ça disent, parce que on est obligé de les croire sur parole, et c'est à celui qui donnera le chiffre le plus faible. Maintenant, on va aller chercher dans des sources. La bibliothèque de l'AES fournit des tas de documents sur des recherches et des papiers qui ont été publiés sur ce sujet. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet, car il y a une vingtaine d'années, le jitter était sous-estimé et on a découvert que le jitter avait de l'importance dans le résultat final. Mais c'était il y a 20 ans. Je veux dire, les audiophiles veulent nous faire croire que c'est un problème non réglé, peut-être il y a 20 ans, mais maintenant, ce n'est plus du tout la même musique. Et dans l'AES, il existe un certain nombre de publications qui ont fait des évaluations réelles d'écoute de signaux dédiés à être les plus qui sont faits de telle sorte qu'ils montrent le plus facilement possible un effet de jitter. Donc c'est vraiment des signaux adaptés à mettre les DAC dans des situations les plus périlleuses et les plus difficiles pour essayer d'évaluer combien de nanosecondes ou picosecondes se trouve le seuil minimal de perception du jitter sur différents types de DAC. Alors, d'une manière totalement logique, les valeurs que j'ai pu compiler sur différentes publications, elles convergent toutes vers une échelle assez large. Tout simplement parce que les différentes technologies de DAC ont une sensibilité au jitter qui est différente. Et les valeurs qu'on retrouve de manière récurrente, c'est que le seuil d'audibilité du jitter, dans les cas les plus défavorables, varie entre quelques, on va dire, 100 nanosecondes pour aller vraiment le plus haut possible, jusqu'à 2 nanosecondes. Donc c'est quand même 2 ordres de magnitude, hein. Donc c'est extrêmement large, ce qui montre vraiment à quel point les DAC et les technologies ont un impact considérable au niveau de leur sensibilité. Mais ça, c'est vraiment dans le cas le plus idéal, et c'est dans le cas d'un signal très particulier sur un panel d'auditeurs qui a vraiment obtenu ça, mais à l'extrême limite. C'est vraiment la limite absolue audible qui a pu être mise en évidence. Sur des écoutes réelles, pas sur des graphes théoriques. Je reviendrai juste derrière. Voici les ordres de grandeur audibles du jitter. Et à partir du moment où on va tomber en dessous de ça, quelle que soit la technologie de DAC, on sera tranquille. Et là, tout de suite, les choses s'éclaircissent. Les gens qui voient ce nombre, les audiophiles voyant ça, se rouleraient par terre en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? 2 nanosecondes, mais c'est une grosse merde votre truc !» Eh bien, justement, c'est pas une grosse merde parce que c'est ça le seuil d'audibilité. Et quand on essaye de refourguer des trucs qui font 10 picosecondes, ok, sauf que ça sert à rien. Ça sert à rien. Déjà, ce serait très étonnant qu'ils les atteignent, mais en plus, ça ne sert strictement à rien. Alors, pour dire à quel point c'est un sujet qui n'est pas un problème, par exemple, chez Texas Instruments, il existe un circuit qui est le PLL 1707, qui est en fait un circuit qui nettoie les horloges, qui génère un signal d'horloge avec un jitter de environ 50 picosecondes en valeur nominale. Ce qui est à peu près pareil, de 2 échelles de magnitude en dessous de ça. Ça coûte $2. Donc voilà, on a un système qui est capable, avec une horloge un peu moisie, ressortir une horloge avec 50 picosecondes de jitter, le tout pour $2. Moi, je ne vois plus de problème de jitter à ce niveau-là. On n'est pas rassuré? Eh ben, tant qu'à faire, on va chez Silicon Labs, on a le SI5324. Alors ce truc-là, c'est pas un PLL, donc ce sont des mises en forme de signaux d'horloge. Hein. On met une horloge pourrie en entrée et il sort une horloge propre en sortie. Alors ce truc-là, il a un jitter de 300 femtosecondes RMS. Alors c'est plus cher, c'est aux alentours de 30 €, ce qui doit faire à peu près un bout comme ça de câble audiophile. Voilà, si vraiment on est super paranoïaque, là on est à 0,3 picosecondes et c'est disponible chez Farnell, sur des trucs comme ça, comme Mauser ou des trucs comme ça. Donc, des horloges sans jitter,
c'est pas un problème. Et ça, c'est des circuits qu'on peut trouver facilement. Donc, essayez de nous faire croire que c'est un truc super chiant, super difficile. Et c'est pas vrai. Il y a des solutions simples et efficaces pour régler ce problème. La seule source de jitter qui va rester, c'est plutôt la mise en œuvre du tout, plutôt que les composants eux-mêmes. Okay, c'est plus difficile de mettre en place ce composant-là pour atteindre ces caractéristiques, plutôt que d'avoir un composant qui potentiellement est capable de faire ça. Hein. C'est la mise en œuvre qui va vraiment amener les limites. Donc les blindages, éviter les animes à découpage et tout ça. Il est possible que dans le DCX, les fameuses saloperies qu'il y avait dans le truc, soit simplement l'alimentation qui ajoute un jitter corrélé par induction ou par quelque chose qui passe et qui fait ces restes. C'est peut-être un jitter corrélé. Et bon, ça, il faudrait faire des analyses plus poussées, mais il est tout à fait possible que ce soit ça, parce que ça en a exactement la tête. Hein. Donc, c'est typique de ça, et utiliser ce genre de truc ne servira à rien si on ne fait pas gaffe à ne pas le mettre dans un environnement bruyant et recapter des saloperies après. Donc, intellectuellement parlant, il n'y a pas de problème de jitter. Il y a tout ce qu'il faut pour le régler. Et voilà. Donc, ce n'est pas un souci, le jitter. C'est du marketing pur. Le problème, c'est que les données fournies par ces fabricants et machin sont invérifiables. Mesurer des jitters, par exemple, de 10 picosecondes, c'est l'enfer. Il faut imaginer ce que ça représente et les précautions qu'il faut prendre pour faire ce style de mesure. Il faut avoir un appareillage extrêmement sophistiqué qui lui-même ne produit pas de jitter dans ces proportions. Et en plus, c'est pas je fous une sonde sur le machin et je regarde sur un oscillo. C'est mesurer de la HF et des précautions infinies pour recevoir le signal qu'il y a réellement dans le circuit et pas faire des saloperies rien que dans le câble avant de faire la mesure. Mettre sa sonde habituelle 100 MHz alors qu'on est en x1, mais en fait la sonde elle fait 5 à 10 MHz à tout casser, puis faire des erreurs classiques de ce genre et voir qu'on ne voit rien du tout. Voilà, donc ce sont des mesures extrêmement difficiles à faire et l'audiophile normal, il n'a pas du tout les moyens ni le matos de le faire. Parce que c'est difficile, ça demande une expertise en métrologie, en mesure, etc. que peu de gens ont. C'est vraiment un métier. Hein. Donc il ne faut pas prétendre avoir, parce qu'on a acheté un quartz à 0,3 ppm chez Terralab, parce que tout d'un coup on a un truc super génial. Voilà. Donc, conclusion, il n'y a pas de débat, pur marketing. Le reste, c'est de la littérature. Alors, je vais finir sur 2 mythes liés au jitter pour cette fois-ci. Ça va encore en faire hurler, mais qu'importe. Je vais détruire 2 lieux communs qu'on rencontre souvent et qui montrent à quel point on peut perdre son argent sur des foutaises. Alors, mythe numéro 1. J'appelle le mythe des quartz VCXO ou OCXO, choses comme ça. On voit pulluler sur eBay ou sur des vendeurs de composants des quartz de Chine, notés 0,3 ppm, plaqués or, voilà, des petites boîtes, des VCXO, alors ça fait super savant et tout, mais c'est juste des... alors VCXO ou TCXO, si je marquais plutôt TCXO, c'est plutôt ça qu'on rencontre. TCXO, c'est des trucs compensés en température. Ce sont des quartz qu'on trouve à 25 € à peu près, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces quartz-là? Ils nous disent par exemple, le quartz, il est à 10 MHz, 0,3 ppm. Et on se dit, super, je vais acheter ça, je ne vais pas avoir de jitter, c'est les doigts dans le nez. Sauf que ça ne veut absolument rien dire. Et en plus, si ça veut dire quelque chose, ça n'a rien à voir avec le jitter. Okay, qu'est-ce que c'est? De toute façon, si on donne une fréquence et ça veut dire qu'on a une bouse, on a un composant qui ne veut rien dire. Parce qu'un quartz, si on veut commencer à regarder de près ses caractéristiques, on est dans le datasheet avec des tas de données et des courants. Un quartz avec un chiffre comme ça, c'est un truc qui ne veut rien dire, c'est du pur marketing, c'est du pur bullshit. C'est quoi le 0,3 ppm là? C'est la stabilité en fréquence, c'est-à-dire qu'il est fourni 10 MHz plus ou moins 0,3 ppm, donc ça doit faire plus ou moins 3 Hz, quelque chose comme ça. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Il varie de 0,3 ppm par degré de température, ou il varie de 0,3 ppm en court terme, en long terme, on n'en sait rien, c'est un chiffre comme ça juste pour rigoler. Donc ça veut dire qu'il y a une embrouille derrière. Bon, ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, c'est quoi?
Est-ce qu'un quartz, ça apporte beaucoup de jitter? Surtout quand on se retrouve avec des quartz de ce genre TCXO ou alors pire OCXO, qui sont des quartz chauffants, donc à température constante. Eh bien, en fait, les quartz ont ce qu'on appelle un diagramme de bruit de phase. Et ce diagramme dit tout. Si on a un quartz sérieux, surtout les quartz de haut de gamme, on a forcément ces données-là. Alors ça peut être un graphe ou ça peut être des données à certaines fréquences. Et ce diagramme de phase est quelque chose d'extrêmement important. Et je vais le décrire parce que c'est quelque chose qui est très très important quand on définit la qualité d'un quartz et tout est là. Et le jitter en découle. Un diagramme de phase, de bruit de phase, c'est quelque chose de comme ça. Alors, soit c'est sous la forme d'un diagramme, soit on donne des points, alors, par exemple 1 Hz, 10 Hz, 100, 1000 et 10 000 par exemple. Voilà. Ici, c'est gradué en décibels, moins 50. En décibels, mais on appelle décibels C, ou des fois décibels C par Hertz. Bon, n'importe. C'est juste un facteur d'échelle. Donc moins 60, alors souvent ça va plutôt à moins 120, ça va être moins 160, enfin voilà. On se retrouve à des courbes de ce genre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement le niveau de fréquence. Il faut prendre ça en relation avec le spectre du quartz. Le quartz, sa fréquence d'horloge, elle est là. Et en fait, son spectre, ça va être un truc du genre comme ça. C'est pas une seule raie. La fréquence ici, c'est le delta entre la fréquence de l'horloge et un point ici. Par exemple, ici, 10 Hz. Donc ça, c'est CLK plus 10 Hz. Et l'amplitude du signal à cette fréquence-là, eh bien, c'est ici, moins 100 décibels, on va dire, par rapport au fondamental, à la fréquence de base. Ça, c'est la fréquence écartée par rapport à la porteuse principale, à la fréquence principale. C'est l'écartement par rapport au centre principal. Et plus on s'éloigne, plus la courbe diminue. C'est des décibels C, c'est décibels par rapport à la carrier, c'est-à-dire la porteuse, la fréquence centrale. Et quelquefois, c'est divisé sur la largeur en fréquence pour disons, normaliser les valeurs verticales. Bon, ce sont deux manières de faire. Simplement, l'un, ça donne les valeurs dans l'absolu, l'autre, ça donne les valeurs relativement à la fréquence. Et ça permet de calculer, à partir de graphique, d'autres valeurs. Ce graphique est lié au jitter directement. Quand on a ça, on a le jitter du système. Parce que l'on peut calculer le jitter du système, jitter RMS, simplement en intégrant cette courbe-là, et en faisant un calcul sur cette surface, sur une bande passante, cette surface-là par rapport à machin. Bon, il y a une formule qui est liée à ça, à partir de ça et de ça, et on obtient le jitter en picosecondes ou en tout ce qu'on veut. Donc ça et le jitter sont deux données qui sont liées. C'est pour ça que le diagramme de bruit de phase est extrêmement important. Maintenant, ce qui est important, comme toujours ici, c'est les ordres de grandeur. Moi, j'ai acheté des OCXO à 4 € sur eBay, des OCXO à 24 MHz, et il y a des valeurs de diagramme de phase comme ça, diagramme de bruit de phase. En faisant le calcul, le jitter de ce genre de truc est de l'ordre de, on va dire, quelques dizaines, on va dire environ 50 femtosecondes de jitter dû au quartz lui-même. Et globalement, des quartz classiques jusqu'à des quartz de haut de gamme vont varier de quelques centaines, on va dire 300 femtosecondes, jusqu'à quelques femtosecondes, quelques dizaines de femtosecondes, on va dire 30 femtosecondes à peu près. C'est à peu près l'échelle de valeur qu'on obtient de jitter dû au quartz seul. Le quartz nu, en fait, fournit quasiment pas de jitter. Ce n'est pas la source de jitter du système. Il faudrait vraiment avoir un cas pathologique pour que ça le devienne. Donc le quartz n'a aucun impact sur le résultat final quasiment. Surtout que le quartz va passer derrière probablement sur une PLL. Moi ça va être mon cas parce qu'il n'est pas à la fréquence qui me convient. Je vais être obligé de multiplier la fréquence par 4. Et la PLL de toute façon va rajouter, elle, du jitter dans des ordres de grandeur nettement supérieurs.
Le quartz n'est pas un problème. Donc, c'est pas la peine d'acheter des quartz à la con. Ils servent absolument à rien. C'est après que ça va se passer. Donc, premier mythe, les quartz ne sont pas la source de jitter en soi, c'est la suite qui va le faire. Leur source est absolument négligeable. Ensuite, deuxième mythe, c'est le mythe des interfaces AES-EDU, comme quoi c'est de la boue, c'est à chier, c'est de la merde, on ne peut absolument pas faire transiter de la musique dans ce genre d'interface. Alors ça, c'est un mythe aussi, tout simplement, pour une raison très simple, c'est que l'horloge des systèmes, c'est pas l'horloge qu'il y a dans le signal AES-EDU, SPDIF ou autre. Ça n'a rien à voir. Le signal SPDIF qui va débouler, il a sa porteuse, qui est à une fréquence d'échantillonnage, mais ça, on ne l'utilise pas, c'est pas ça qui va rentrer dans le DAC directement. On utilise une PLL. Je ferai un épisode sur le fonctionnement des PLL, parce que c'est très simple à comprendre et c'est assez puissant. Donc la PLL, si elle s'accroche sur ce signal-là, ça veut dire que le signal, on n'est pas non plus dans un cas pathologique où le signal est tellement pourri qu'on n'arrive même pas à faire accrocher une PLL dessus. Le jitter que ce signal a, il en aura forcément beaucoup, et bien ce jitter-là, il ne passe pas dedans. Le jitter qui va aller là, c'est le jitter de la PLL et éventuellement de son quartz, mais surtout de la PLL en elle-même. C'est là et là que le jitter va se faire. Le jitter de ça a disparu. Et s'il a un impact, c'est que la PLL n'est pas adaptée ou le signal est trop pourri, il faut vraiment corriger la liaison et non pas le signal en lui-même. C'est la PLL qui fournit le jitter, c'est pas le signal SPDIF. La PLL, c'est une isolation complète entre ce signal qui est éventuellement pas terrible avec le signal qui va suivre. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, les PLL fournis, les références machin, on a des PLL de quelques dizaines de picosecondes en dessous de la picoseconde. Donc, faut arrêter de croire que le SPDIF ou l'AES-EDU sont des liaisons de merde et que la musique peut pas faire. Et que ça apporte du jitter. Eh ben non, ça apporte pas du jitter, c'est la PLL qui en apporte, c'est pas eux. Et c'est la qualité de la PLL et le bon choix de la PLL qui fait que ça va bien marcher, pas le SPDIF. Donc, faire transiter sur autre chose du SPDIF simplement pour dire c'est meilleur parce qu'il n'y aura pas de jitter, c'est n'importe quoi. On ne se sert pas du SPDIF comme source d'horloge. Simplement, c'est ce qui va piloter la PLL et c'est elle qui va générer l'horloge grâce au phénomène de contre-réaction et du phénomène de fonctionnement de PLL, qui est un système simple, c'est une brique de base en électronique qui est utilisée dans plein de sujets, plein de domaines, et c'est parfaitement au point, et ça marche. C'est quelque chose qui est maîtrisé complètement. Ça, c'est utilisé par exemple dans les liaisons 100 gigabits. Et la liaison qui arrive dans les liaisons réseau très haut débit, c'est de la saloperie comme ça, mais c'est remis en forme et à l'intérieur on se retrouve avec des signaux qui fonctionnent, qui ne produisent pas d'erreur, et qui sont parfaitement synchrones, etc. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est tout. Donc deuxième mythe, c'est que les interfaces AES-EDU sans horloge, sans master clock et tout ça, ça fonctionne parfaitement. Parce que ce n'est pas elles qui vont fournir le signal de l'horloge finale, elles vont juste piloter une PLL. C'est la PLL qui fait le truc. Donc, voilà, ce sont deux mythes, il y en a quelques autres qu'il faudrait voir, mais disons, c'est les deux principaux qu'on rencontre. Alors, je vais finir sur une remarque quand même, que je sens qu'il va m'arriver dessus vite, parce que c'est quelque chose que j'ai vu d'une manière assez récurrente sur certaines publications, on va dire pro-jitter, c'est un diagramme qui est souvent sorti comme étant le seuil d'audibilité du jitter. C'est un diagramme qui est comme ça. Et ici, on se retrouve à, je crois, 20 picosecondes ou quelque chose comme ça. On a une valeur extrêmement faible. Ici, on est à 20 kHz. Et c'est, soi-disant, le seuil d'audibilité du jitter en fonction d'un jitter qui est mis ici à 20 kHz. Bon, c'est la courbe en fonction de la fréquence. C'est un jitter corrélé d'une fréquence donnée superposée à l'horloge. Et ce diagramme qui est issu d'une publication de l'AES de Dunn, qui justement a étudié le jitter en tant que truc. Et c'est un diagramme qui est ressorti un peu partout pour dire le jitter, il est audible dès 20 picosecondes, ou je ne suis même plus sûr si c'est 20 ou 2, mais c'est une valeur très faible. Dire, le jitter est audible, on va dire à 20 picosecondes. Et hop, catastrophe, il faut vraiment que ce soit super faible et tout.
Eh bien ça, c'est pas vrai. Ce sont des gens qui ont mal lu ce diagramme, et ce diagramme, ce n'est pas du tout ça. Hein. Ce n'est pas du tout un test d'audibilité qui a été fait. Ce diagramme, c'est un truc théorique basé sur plusieurs suppositions. La supposition, c'est que si le signal qu'on veut reproduire par un DAC est à 0 décibels, ce seuil d'audibilité, c'est le seuil à partir duquel on a un signal à moins 120 décibels qui apparaît en dessous. C'est si on a un jitter, par exemple ici, si je suis à, on va dire, 2 kHz, et ici je ne suis pas à 2 nanosecondes, je ne sais pas, c'est une échelle logarithmique. Ici, ça veut dire que le signal là est en dessous des 120 décibels. Ici, on est à 120 décibels, et au-dessus, on est au-dessus de 120 décibels. Donc ça donne à peu près le niveau par rapport au fondamental de ce que va faire apparaître un jitter superposé à l'horloge. Et ça, c'est la limite à 120 décibels. Donc, si on ajoute un jitter corrélé de 20 kHz sur l'horloge, à 20 picosecondes, on a quelque chose qui est à moins 120 décibels qui apparaît par rapport à 0 décibels. Sachant qu'on a une fréquence qui est suffisamment loin de la fréquence fondamentale de telle sorte qu'il n'y ait pas de masque. Donc, il n'y ait pas l'effet de masque dû à l'oreille. Donc, ce sont des conditions extrêmement sévères qui n'arrivent pas dans la vraie vie. Déjà, avoir 120 décibels de dynamique en vrai dans une salle d'écoute sur un support, déjà, il faut se lever tôt. En plus, sans effet de masque, c'est même pas la peine. Donc, ça, c'est une courbe théorique qui n'existe pas dans la réalité. C'est juste un calcul, et ils le disent eux-mêmes dans le texte. C'est un truc purement arbitraire, artificiel, qui montre que, dans certaines conditions, le jitter pourrait apparaître à des valeurs très faibles dans certains cas. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ce diagramme a été réutilisé dans d'autres publications en disant le seuil d'audibilité du jitter est de temps. Ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est un truc théorique qui n'est jamais sorti d'un panel d'auditeurs qui a été testé. Les vraies données, c'est entre, on va dire, 100 et 2 nanosecondes. On est dans la nanoseconde. On n'est pas dans la dizaine de picosecondes. Donc ça, il faut l'oublier. Il ne faut pas me le ressortir parce que je peux ressortir la publication de l'AES et dire exactement le contexte. Il faut lire les trucs. Il ne faut pas ressortir une courbe comme ça sans le contexte. On est à dire des grosses conneries. Donc ça, c'est une foutaise dans les publications pour justifier qu'il faut vendre des super quartz machin qui de toute façon ne sert à rien. Voilà. Donc voilà, c'était un voyage au pays du jitter qui est un domaine c'est plutôt intéressant. Hein. C'est un domaine qui est extrêmement varié, qui peut être très complexe, très complexe si on veut étudier le truc. Mais en tout cas dans l'audio, la conclusion, elle est simple, c'est que le jitter n'est pas un problème, c'est un système maîtrisé dont on connaît exactement les valeurs qu'il faut atteindre pour être tranquille, et le reste, c'est juste pour vendre sa cam.